C'est sous cette cloche un peu spéciale que débute cette nouvelle classe virtuelle, la 5e de civilisation classique, qui portera sur la thématique fort optimiste des rituels funéraires et de l'esclavage au temps des Romains. Mais ne vous inquiétez guère, sortez vos arcs-en-ciel, ça va bien aller. La mort chez les Romains, c'est un geste pourtant assez personnel, individualiste que celui de mourir. Par contre, vous aurez deviné à ce stade-ci que les Romains ne font rien de personnel et d'individuel. Chaque démonstration se doit d'être plus grande que nature, un véritable spectacle. Et les rituels funéraires font partie de tout ce processus de spectacle à grand déploiement et je vous en ferai la nomenclature aujourd'hui. Mais juste avant, il faut comprendre aussi quelque chose dès le départ, c'est que les Romains, c'est un peuple immensément religieux. Rappelez-vous, le panthéon gréco-romain compte plus de 30 000 divinités. On associe une divinité pour chacune des émotions, chacun des phénomènes naturels. Et les Romains sont un peuple immensément superstitieux. Et les rites funéraires, pour eux, sont à ce point importants. Minutieusement, chaque geste revêt une importance majeure parce que c'est le destin de l'âme dans le monde des morts qui en dépend. Bien évidemment, si on a une divinité pour tout, on en a une pour tout ce qui concerne les rites funéraires. Alors, celle-ci s'appelle Libitina. Je la comparerais dans la mythologie égyptienne à Anubis, le dieu responsable de la momification, avec une tête de chacal. Et les prêtres qui sont responsables de tout le rituel, on les appelait les libitinari. Faut aussi comprendre que chez les Romains, tout le cérémoniel qui entoure le passage entre la vie et la mort, c'était aussi une occasion de montrer à quel point on était riche et plus notre cérémonie était détaillée et minutieuse, plus on s'assurait d'avoir une place importante dans l'au-delà. Je débute en vous présentant la pyramide sociale chez les Romains. Donc, on comprend, je ne parlerai pas de l'empereur, que la société romaine est divisée en deux grandes classes sociales. On a les patriciens et on a les plébéiens. Les patriciens, c'est les anciennes familles fondatrices de Rome qui sont généralement considérées comme la noblesse, les riches, et les plébéiens qui sont le peuple plus pauvre. Je vais surtout me concentrer sur les rites funéraires chez les patriciens parce que dans le roman L'étreinte de Némésis, c'est ce genre de funérailles auquel on assiste. Je vais parler un peu des différences entre les rites funéraires pour les riches et pour les pauvres et je vais rapidement passer sur les esclaves. Ce sera d'ailleurs le sujet de la deuxième partie. Par contre, il y a quelque chose qui unit patriciens et plébéiens et c'est le rituel de l'incinération. Jusqu'au 5e siècle avant Jésus, les Romains enterraient leurs morts et à partir du 5e siècle avant Jésus, on a plutôt choisi de les incinérer et c'était à ce point important qu'on avait inscrit l'incinération dans la loi. C'était donc obligatoire d'une certaine façon d'être incinéré. La date, c'est moins 449 où on a établi un premier corpus de loi romaine qui s'appelait la loi des 12 tables. Vous en avez ici une représentation. Et le principal objectif de la mise en place de ce texte de loi, c'était de diminuer l'écart entre les plébéiens et les patriciens. Évidemment, ces derniers, riches, puissants et nobles, n'avaient aucun intérêt à ce qu'on diminue leurs privilèges ou qu'on rabaisse leur classe sociale. Mais bon, c'était plutôt pour assurer la bonne entente entre les classes plus riches et les classes plus pauvres. Donc, une fois que la personne, bien avant l'incinération, bien évidemment, alors une fois qu'une personne décède, la première des choses qu'on doit faire, c'est de fermer les yeux du défunt. Et la personne qui est réputée être la plus proche aura un rôle très important, celui d'offrir un espèce de baiser de la mort, mais rien d'amoureux là-dedans. L'idée, c'est d'aspirer le dernier souffle de vie de la personne, question d'assurer son passage entre la vie et la mort. Alors, c'était vraiment très, très important. Et les gens qui sont présents au moment
du décès de la personne doivent appeler, faire une espèce d'incantation en latin à 3 reprises pour appeler la mort à des intervalles très, très réguliers. Une fois que ce petit rituel est passé, bien évidemment, on va laver le corps, surtout si la personne a été assassinée. Et ensuite, c'est la partie de l'exposition qui va débuter. La partie de l'exposition dure environ 7 jours chez les patriciens et chez les plébéiens, c'était plutôt qu'une seule journée. On plaçait la dépouille dans un lit funéraire qu'on appelle une bière. C'est une espèce de sarcophage, vous voyez, avec les côtés remontés. Et on plaçait des fleurs, généralement en guise de décoration. Et c'est à ce moment-là, dès qu'on le plaçait dans son lit de mort, qu'on mettait sur ou dans la bouche du défunt une pièce de monnaie. Cette pièce servait dans l'au-delà à payer Charon, le nocher des enfers, pour pouvoir traverser le Styx. C'est une scène dont nous avons déjà parlé dans la mythologie gréco-romaine. On voit dans ce tableau directement Charon qui va chercher l'obole, donc la pièce à l'intérieur de la bouche de la décédée, avant de l'embarquer dans sa barque et de la faire traverser le Styx, le fleuve des serments, pour passer aux enfers. Donc, une fois la pièce de monnaie dans la bouche, on va souvent décorer le lit funéraire avec différentes couvertures et le pourpre est de mise généralement. C'est une façon de démontrer sa grande richesse et sa classe sociale parce qu'à l'époque, il y a un produit de luxe qui s'appelle la pourpre de Tyr. Juste pour se rappeler, on a déjà parlé de Tyr en début d'année quand on a fait la carte du bassin méditerranéen. Donc, c'est dans une région qui s'appelle la Phénicie. Alors, c'est situé à l'est complètement de la mer Méditerranée. Et vous voyez sur la carte nombreuses colonies comptoirs qui ont été fondées par les Phéniciens. La plus puissante d'entre elles, est Carthage, dont on va reparler parce que ça a été le principal ennemi des Romains. Donc, les Phéniciens de Tyr avaient perfectionné, c'était de grands teinturiers, étaient capables de faire des textiles avec des couleurs très vivantes. Et ils ont mis au point une technique pour faire une couleur, comme je le disais, qui était baptisée pourpre de Tyr. Alors, on l'appelait aussi pourpre impérial ou pourpre royal ou pourpre antique et ça faisait vraiment la renommée de la ville parce que c'était quelque chose qui était très, très coûteux à produire. Ça faisait partie des produits de luxe que pratiquement personne pouvait se payer et on utilisait ce pigment de teinture pour teindre des vêtements de la très grande noblesse, des magistrats, des empereurs, etc. Juste pour vous donner une idée, la matière première pour atteindre cette couleur-là, c'est un gastropode, comme on voit sur la gauche, qui est nommé murex. On en trouve beaucoup en Méditerranée. Et pour réussir, on a refait l'expérience au 20e siècle pour essayer de voir à quel point c'était coûteux. Et pour produire 1,4 g de poudre pour faire de la teinture pourpre, ça prenait pas moins de 12 000 murex. Vous comprenez que c'était pas tout le monde qui avait les moyens de se payer un produit de luxe comme ça. Et pour les Romains, c'était une façon d'affirmer son statut social. On pouvait avoir sur notre toge blanche une bande de pourpre de Tyr d'une largeur grande pour montrer qu'on était riche. Et sinon, il y avait des imitations comme des différents produits en provenance de Chine de nos jours qui ont l'air presque pareils comme l'original, mais qui en fait ne sont que de pâles imitations du Dolorama. Il y avait seulement une personne qui avait le droit d'avoir des vêtements au complet en pourpre de Tyr et c'était l'impérator. Par contre, il faut faire attention aux linguistes parmi vous. Le mot impérator, on aurait tendance à vouloir le traduire en français par le mot empereur, mais ce serait une erreur. Le mot impérator, c'est tout simplement un titre militaire qui donnait droit de contrôler de très grandes armées. Sans grande surprise, Jules César fut un impérator fort célèbre et Marcus Crassus aussi. Donc, on mettait des couvertures sur le lit et pour masquer l'odeur, on mettait aussi des fleurs. Sur la gauche, on voit des fleurs d'astère qu'on choisissait bien évidemment pour leur teinte violacée, encore une fois, patricien et grand luxe. Et on mettait aussi des branches de conifères, pas nécessairement peut-être pour le luxe, mais peut-être pour changer l'odeur. On essayait de parfumer le corps avec différents aromates, des onguents, et on faisait brûler de l'encens en permanence pour, disait-on, purifier le corps, mais c'est plutôt, je crois, pour purifier l'air.
Le cadavre était vêtu d'une toge sur laquelle on pouvait retrouver des broderies. Si ma mémoire est bonne, Lucius, dans le roman, portait une toge blanche avec des broderies or et vertes. Dans les pieds, on plaçait des sandales, pas nécessairement des sandales neuves, qu'on appelait des caligas. Et on s'assurait qu'elles soient bien entretenues, bien huilées. Et dans le rituel, il était très important de pointer les pieds vers la porte, peut-être pour signaler le passage d'un monde à l'autre. J'ai pas trouvé de référence sur le pourquoi. Donc, 7 jours d'exposition dans la demeure de la personne. Et ensuite, arrivait la journée formellement des funérailles. Et c'est là où le spectacle brillamment préparé se mettait en place, ce qu'on appelle le cortège funéraire. Vous avez ici une sculpture d'un bas-relief qui montre certaines des étapes, mais moi, j'aime mieux aller un peu plus dans le détail. Alors, on va y aller point par point. Et ça, dans le roman, c'était très bien expliqué. Donc, première étape d'un cortège funéraire, c'est que les invités des funérailles se placent le long de la route pour faire une espèce de parade, une espèce de défilé. Et en premier lieu, comme on le voit sur la gauche, c'est des musiciens qui sont là pour interpréter des airs mélancoliques, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est décédé, donc c'est un peu triste. Et ensuite, on voit des dames vêtues de noir qui sont littéralement en train de vivre des émotions. On les appelle des pleureuses. Les pleureuses, c'est des femmes qui sont engagées pour pleurer, comme le nom l'indique. Alors, pour ajouter un aspect dramatique, on engageait des comédiennes qui étaient très bonnes pour pleurer et elles étaient à ce point convaincantes que parfois certaines s'arrachaient le visage, se griffaient, déchiraient leurs vêtements pour montrer à quel point elles avaient de la peine. C'était très théâtral et ça rajoutait un aspect dramatique. On pourrait penser que c'est une vieille tradition qui n'existe plus. Eh bien non, sur la droite, une image beaucoup plus récente qui nous provient de la Corée du Nord lors des funérailles de Kim Jong, leader spirituel, il y a de cela, ma foi, même pas 5-6 ans. Des pleureuses avaient été engagées. On voit qu'elles font quand même un travail colossal pour pleurer le défunt leader avec des mouchoirs et tout. On sent la passion dans le métier. Elles ont été payées ou à tout le moins, elles n'ont pas été fusillées par le dictateur qui lui a suivi. Donc, on comprend que ça existe encore aujourd'hui. Si je reviens au défilé, donc, une fois les musiciens et les pleureuses, il faut changer un peu l'atmosphère parce que c'est lourd, des chansons de deuil puis des filles qui pleurent. Alors, on y va avec un divertissement plus léger. Alors, on avait des clowns, des pitres et des mimes qui, eux, donnaient dans la farce grossière. L'idée, c'était un peu de changer le mood des funérailles et de faire rire un peu. Et on pouvait même assister parfois à des imitations du défunt. Et là, on ne parle pas d'un hommage, on parle vraiment de la caricature, un peu pour rire de la personne. Une fois les musiciens, les pleureuses et le divertissement, on arrivait dans une partie un peu plus solennelle. Donc, c'était la partie pour honorer les ancêtres. Donc, chez les Romains, il était de tradition, quand une personne mourait, de mouler son visage avec la cire et on utilisait ces masques pour rendre hommage aux ancêtres. Donc, quand on mourait, on pouvait avoir quelqu'un qui personnifiait notre père, notre grand-père ou des ancêtres importants de notre famille. Ce que je pouvais vous donner comme équivalent, c'est le 1er novembre au Mexique, Los Días de la Muerte, donc la fête des morts, très bien illustrée dans l'excellent film Coco. Mes enfants ont adoré, mais je pense que moi, j'ai encore plus adoré qu'eux. Donc, on essaie de se rappeler des gens qui sont décédés avec des maquillages, des masques et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'honorer les ancêtres du passé. Donc ensuite, tranquillement, on se déplace avec tout ce cortège vers la nécropole, le cimetière. Donc, on a le corps, la famille est située juste derrière le corps, et après, plus loin, on a les invités. On va placer évidemment, ultimement, le défunt dans un tombeau. Au départ, lorsque Rome a été fondée, on avait moins les moyens, donc on avait inventé un système de tombeaux urne qui était comme une espèce de tente bas de gamme. On voit que c'était pas très bien décoré, mais vous savez, et je vous l'ai démontré à maintes reprises, que les Romains sont beaucoup plus bling-bling, tape à l'œil et show me de money. Donc, vous voyez sur la droite quelque chose d'un peu plus réaliste, donc un tombeau. Dans le roman, on raconte un tombeau à grandeur d'homme, donc on peut penser à 5-6 pieds de haut. Et on se rappelle que le corps va être incinéré, donc c'est pas la dépouille complète grandeur nature qui va être mise à l'intérieur du tombeau, mais plutôt les cendres.
Une fois qu'on arrive à la nécropole, il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire l'oraison funèbre. L'oraison funèbre, ben, c'est un discours, un hommage qu'on va rendre aux défunts. L'idée, c'est d'émouvoir les gens, rappeler les moments importants de la vie de celui-ci. Ça peut être aussi la lecture publique du testament qui se fait devant les invités. Une fois que l'oraison funèbre est proclamée, on va placer la dépouille sur un bûcher et on va faire brûler la dépouille. Vous voyez que des offrandes peuvent être laissées à la mémoire du défunt. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des objets qui étaient chers à la personne, ou ça peut être des objets qu'on souhaite que le défunt amène avec lui dans l'autre monde. L'incinération dure quelques heures. Une fois que le feu est éteint, la femme la plus proche du défunt, donc ça peut être sa mère, ça peut être son épouse, a comme tâche de mouiller les cendres avec du vin. Donc, on fait une libation en l'honneur de la personne et on lave s'il reste des os ou des morceaux avec le vin. Et ensuite, on place les cendres dans une urne cinéraire, donc une urne pour les cendres. C'est là où il y a une grande différence entre le rituel des patriciens et des plébéiens, c'est la qualité des cendres. Ça va vous sonner un peu morbide, ce que je vais vous dire là, mais une cendre qu'on considérait comme parfaite était d'une blancheur impeccable et il n'y avait pas de morceaux d'os à l'intérieur de cette cendre. Ça voulait dire qu'on avait utilisé du bois de meilleure qualité, qu'on avait fait un plus gros bûcher et qu'on avait laissé brûler plus longtemps. Alors que pour les plébéiens qui avaient moins les moyens, ben le bois, il fallait le payer quand même. C'était un cérémonial qui était quand même très coûteux. Donc, ça arrivait qu'on ne faisait pas brûler très longtemps et qu'il restait des os à l'intérieur des cendres. Pour les Romains, c'était important que la cendre soit pure parce que ça permettait pour eux de préserver l'enveloppe charnelle du corps qui passe du monde des vivants au monde des morts, alors que s'il reste des os dans les cendres, ben, il pourrait vous manquer des morceaux dans l'autre monde. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est au rayon des croyances. On place ensuite les cendres dans une urne. Souvent, on utilisait l'urne d'albâtre, comme vous le voyez ici. C'est une variété de marbre qui a l'avantage, lorsqu'on le polit, de réfléchir. On se rappelle qu'il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit beau. Donc, on émet une surface lisse et rayonnante. Une fois qu'on a placé les cendres dans l'urne, des prêtres sont là pour purifier la foule. Donc, ils vont traverser la foule avec soit de l'encens, soit du parfum, ou soit tout simplement de l'eau qu'ils vont asperger les spectateurs avec des branches d'olivier pour les purifier. Une fois que la purification du public a eu lieu, on place les cendres dans le tombeau et on va sceller le tombeau. Et la foule a un rôle à jouer à ce moment-là, et c'est celle de crier « Adieu, adieu, adieu » à la personne qui est décédée. C'est comme ça que généralement se concluent les funérailles. Et après les funérailles, lorsqu'on en a réellement les moyens, ben on peut organiser des jeux funéraires à la mémoire du défunt, comme par exemple des combats de gladiateurs, et on organise assurément un banquet. Généralement, le banquet va être sous la thématique du deuil dans les plats qu'on va servir. Ça veut donc dire qu'on va se concentrer sur des plats, des aliments noirs comme des olives noires, comme du caviar ou différents aliments qui auraient été colorés avec de l'encre de poulpe noire pour signaler le deuil de la personne. Je ne pouvais conclure cette section sur les rituels funéraires sans vous parler de ce qui s'est passé le jour de l'assassinat et des funérailles de Jules César. Vous pensez peut-être que je me répète, que je radote en revenant toujours à César, mais comme le roman se passe au 1er siècle avant Jésus, ben c'est pas mal Jules César qui était le personnage important. Donc, on va y revenir très souvent. Jules est mort le 15 mars, les ides de mars de l'an -44, et 5 jours après son décès, le 20 mars, ben, on a commencé tranquillement ses funérailles, bien que son temps d'exposition devait être de 7 jours. On avait déjà commencé à dresser un bûcher funéraire sur le champ de Mars à Rome, et on avait choisi d'incinérer César tout juste à côté de la tombe de sa fille qui, de façon très originale, s'appelait Julia. Julia était décédée avant son père et probablement le fait qu'elle était mariée à Pompée avait quelque chose à voir avec ça, mais je devance les choses.
Donc, on a commencé à à amener le cadavre de César dans une chapelle qui était située à proximité sur le Champ de Mars. On avait placé César dans un beau lit d'ivoire et la foule s'était amassée sur le forum pour voir une dernière fois le dictateur. Il faut aussi savoir que César, contrairement à Crassus ou à d'autres personnes, est un plébéien. Alors, c'est quelqu'un qui vient de la classe pauvre de la société romaine qui s'est frayé un chemin vers le sommet et il est immensément aimé et respecté de la plèbe. Il l'était beaucoup moins de la part des patriciens et les sénateurs l'ont assassiné parce qu'il était rendu trop populaire. Donc, on promenait le cadavre de César en ville et les gens ne le voyaient pas parce qu'il était évidemment couché sur un lit funéraire. Alors, on avait sculpté à vitesse grand V une réplique grandeur nature en cire de César qui était placée juste devant son lit funéraire et on avait bien pris soin d'y représenter les 23 blessures de coups de poignard que César avait reçues, juste pour que les gens comprennent que César avait été assassiné. Et lorsqu'on promenait César pour l'amener jusqu'au Champ de Mars, on avait aussi bien pris soin d'exhiber sa fameuse toge blanche dans laquelle il avait été assassiné, bien évidemment, maculée de sang des 23 coups de poignard qu'il avait reçus. C'est donc à Marc-Antoine, un des principaux généraux de César, qu'on avait attribué la tâche de, lire le testament de César devant le public et ensuite de lui rendre un hommage. Et Marc-Antoine a saisi la toge de César, comme on peut le voir sur l'image, et a fait un discours rempli d'émotions, ce qui a grandement ému la foule. Et à partir de ce moment-là, la foule s'est mise en colère d'avoir perdu César et ça a dégénéré assez rapidement au point où des plébéiens se sont littéralement emparés du cadavre de César en se disant que c'est la plèbe qui allait décider comment César allait être incinéré et non pas les patriciens. On a donc amené César à l'autre bout du forum et c'est là qu'on a dressé un bûcher funéraire d'apothéose. Sauf que c'était pas prévu. Les gens ont tout simplement arraché des bouts de bois sur les boutiques et les maisons qui étaient à proximité, ont mis ça à côté du corps de Jules César et ont enflammé tout ça. Ça a rapidement dégénéré. Les vétérans de l'armée romaine qui avaient servi sous César se sont mis à jeter leurs armes dans le brasier, question de montrer leur respect. Des gens de toutes les classes sociales lançaient des objets de luxe pour montrer à César à quel point il l'avait aimé. Et l'émeute a commencé. Il y a des plébéiens qui ont ramassé des braises du bûcher funéraire de César et qui sont allés foutre le feu aux maisons des assassins de César. Bref, ça s'est vraiment bien fini que cette journée du 20 mars 44 avant Jésus, mais c'était pour un grand personnage qui était César. Je terminerai la thématique en répondant aux petites questions. Donc, qu'est-ce que l'inhumation? C'est l'action d'enterrer un mort, ce que les Romains faisaient dans la première partie de leur histoire. Où les Romains enterraient-ils leurs morts généralement et pourquoi? Ben, ils faisaient à l'extérieur des villes, le long des routes. L'idée, c'était d'éloigner les vivants et les morts pour éviter que chacun se harcèle mutuellement. Et mettre les tombes à l'extérieur de la ville, ça permettait aussi aux riches familles de pouvoir exhiber leur grand niveau de richesse en construisant des monuments funéraires exceptionnels. Je vous montre un exemple. Il y en était question d'ailleurs dans le document d'accompagnement. Alors, ça se passe à Arles. Arles, c'est une cité romanisée au sud de la France, en Provence. Et voyez une route au sud de la ville, bordée de chaque côté de tombeaux romains. Ce n'est pas non plus une surprise si, sur la droite, vous retrouvez la même inspiration dans un tableau du célèbre Vincent van Gogh, qui a vécu plusieurs années à Arles, si ma mémoire est bonne, qui est même décédé. Alors, il s'est inspiré de cet endroit pour plusieurs de ses toiles, qui s'appelle l'Aliscan. Et là, je vois les linguistes qui sont en train de faire 1+1, puisque Aliscan, mystérieusement, c'est du latin, mais ça me dit quelque chose. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci pour ce verre d'oreille, vous l'aurez dans la tête. Aliscan, ça veut dire Champs-Élysées, cette fameuse section VIP
que les Grecs et les Romains considéraient comme leur paradis, ben, c'est la représentation que les Romains en ont fait au sud de la ville de Arles. Et pour n'importe qui est déjà allé à Arles, on peut témoigner que c'est pas loin d'être le paradis. Je vous parlais d'un monument funéraire à grand déploiement. Voici le mausolée qui a été construit pour l'empereur Auguste, le premier empereur romain, décédé en 14 après Jésus-Christ. C'est là qu'on a entassé les urnes funéraires des premiers empereurs, sauf que vous voyez que c'est pas un building qui impose par sa rutilance ou par son esthétisme. Et rapidement, les empereurs se sont succédés et a commencé à manquer de place. Donc, en l'an 130 après Jésus, l'empereur Adrien a fait construire ce magnifique mausolée qui s'appelle le mausolée d'Adrien, qui était destiné à sa propre sépulture et celle des autres empereurs romains qui lui ont suivi. À l'époque de la Renaissance, c'est devenu un château qui s'appelle aujourd'hui le château Saint-Ange, qui mystérieusement a été récupéré dans les territoires appartenant au Vatican. Un magnifique panorama si un jour vous allez à Rome. Mais ce n'est pas le monument funéraire le plus connu. Le plus connu d'entre tous, c'est ce fameux mausolée qui s'appelle le Taj Mahal, construit à Agra en Inde en 1648, construit en marbre blanc, son nom veut dire couronne du palais. Et il a été construit par l'empereur Shah Jahan, qui voulait rendre hommage à sa tendre moitié, son épouse, malheureusement décédée dans l'accouchement de leur 14e enfant. Alors, par amour pour cette femme, il lui a décidé de lui ériger un monument funéraire à la hauteur de l'amour qu'il éprouvait pour cette personne, aujourd'hui classé dans les 7 merveilles du monde moderne, un bijou d'architecture absolument magnifique. Un autre site à visiter, beaucoup moins morbide que d'autres. Troisième question, selon le relief de la sage-femme, dans quelle position les femmes accouchaient-elles? Ben, elles accouchaient assises sur une chaise. Mais la raison pour laquelle on posait cette question-là, c'était pour vous faire remarquer qu'il y avait plutôt des bas-reliefs sur les pierres tombales. Si on regarde sur la gauche une pierre tombale romaine, ben on va se rendre compte que c'est rien de vraiment différent des plaques qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, quelques informations, le nom de la personne et ainsi de suite. Par contre, sur certaines pierres tombales, les Romains avaient pris l'habitude de sculpter des images correspondant à la profession du défunt. Par exemple, sur la droite, ben, on pouvait deviner que la personne décédée était bouchée. Et on voyait certains des instruments qui pouvaient être utilisés. Donc, c'est vraiment une source d'information intéressante. Évidemment, sur nos pierres tombales modernes, personne ne va prendre le temps de faire sculpter un relief, un bas-relief de sa profession ou noter ce qu'il faisait dans la vie. Ce que je pourrais vous donner comme exemple moderne, ben, c'est le Arlington Cemetery. Si vous êtes déjà allé visiter la capitale américaine, Washington, D.C., peut-être avez-vous fait un petit saut en Virginie, dans la ville d'Arlington, où se trouve le cimetière militaire des États-Unis, où plus de 330 000 soldats ont été enterrés depuis la guerre de sécession qui s'est déroulée entre 1861 et 1865. Donc, c'est un des plus grands honneurs pour un Américain d'être enterré là-bas. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour les pierres tombales. Comme vous pouvez voir, on n'a pas indiqué la profession des gens puisqu'ils sont tous du domaine militaire. Par contre, on a cru bon de noter l'appartenance religieuse par un symbole. Dans ce cas-ci, c'est la chrétienté, mais vous voyez aussi qu'on pouvait choisir autre chose. Donc, dans le testament du défunt, on peut y inclure le symbole qu'on souhaite voir gravé sur sa pierre tombale. Donc, ça peut être l'étoile de David pour le judaïsme, le croissant de lune et l'étoile pour l'islam. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a rajouté ces dernières années le signe de l'athéisme. C'est un atome plutôt que d'avoir un principe spirituel. On peut avoir un principe scientifique. Et malheureusement, aux adeptes de la religion Jedi, le symbole n'est pas encore accepté, mais probablement qu'il y aura un de ces quatre, un avatar de Yoda qui pourrait être rajouté à quelque part là-dessus. Finalement, dernière question sur les funérailles et la mort. Selon vous, pourquoi les cimetières romains sont une bonne source d'information pour les historiens et les archéologues? Je vous avais posté un article la semaine dernière qui nous montrait un site funéraire étrusque. Ben, deux raisons. Premièrement, il y a les bas-reliefs, je le mentionnais, qui nous montrent les métiers des personnes, mais aussi les Romains se faisaient souvent enterrer avec des objets qui leur avaient appartenu. Donc, on trouve souvent une grande quantité de vaisselle, de poterie, ça peut être des armes, et ça a été bien conservé puisque ça a été justement enterré dans les tombes.
Donc, voilà ce qui conclut ce sujet de la mort et des rituels funéraires. Passons à la deuxième thématique, celle du bloc numéro 6, et c'est celle de l'esclavage. Alors, je vais commencer avec la pyramide sociale chez les Romains, puisqu'il faut toujours y revenir. Et là, on va plutôt aller dans le bas de cette pyramide pour parler des esclaves. Si c'est une pyramide, ça veut donc dire que la base est plus large que le sommet. Ben, on peut dire d'une certaine façon que la société romaine était basée sur le travail des esclaves. À son paroxysme, la ville de Rome comptait environ 1 million de personnes et on estime qu'il y avait au bas mot un tiers de la population, soit plus de 300 000 personnes qui étaient dans un état d'esclavage. Le mot esclave en latin se disait servus. Il y avait plusieurs types d'esclaves, on va en parler tantôt. Et la condition de vie des esclaves est très variable. Je vous dirais qu'au début de la Rome antique, les esclaves étaient quand même assez bien traités. Par contre, à mesure où Rome est devenue une puissance, ben, le nombre d'esclaves qui était nécessaire pour faire fonctionner cette immense machine grandissait et le sort des esclaves, ben, malheureusement, a été de beaucoup diminué. Donc, pour les Romains, juridiquement, un esclave, ben, c'est un outil. C'est comme une fourchette. C'est une chose. Un esclave, ça n'a pas de nom propre. Ça ne possède rien. Si l'esclave a des vêtements, ben, c'est des vêtements qui appartiennent au maître. Très rares seront les esclaves qui vont récupérer leur liberté un jour. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Les esclaves n'ont pas le droit de se marier, sauf s'ils ont l'autorisation de leur maître. Même chose pour la reproduction, ce qui doit être une permission qui est assez bizarre à aller chercher. Le maître a tous les droits sur son esclave. L'esclave lui doit l'obéissance absolue. Il n'y a aucune législation qui concerne le travail des esclaves. Ils peuvent se faire imposer toutes les tâches et on peut donner, vendre ou tuer son esclave le plus librement du monde sans aucun problème. Les esclaves ne sont évidemment pas payés, sauf dans de rares cas. Ils peuvent être employés à des tâches domestiques ou à des tâches plutôt difficiles. Si un esclave causait des dommages à une tierce personne, ben, ça pouvait se retourner contre son maître qui pouvait être reconnu coupable au même titre que l'esclave, même si c'était pas lui qui avait commis le crime. Comment on peut devenir un esclave? Ben, il y a des façons simples, comme naître. Si on est un enfant qui est né de l'union de deux esclaves, ben, automatiquement, on est considéré comme un esclave. C'est le cas, par exemple, pour Spartacus, qui était né d'une famille d'esclaves. On peut être fait prisonnier de guerre et être obligé de combattre dans l'armée adverse ou d'avoir d'autres tâches d'esclave. On peut, par la voie juridique, devenir esclave si on n'est pas capable de payer nos dettes ou nos impôts. On peut donner un enfant pour payer nos dettes ou on peut soi-même devenir esclave. Et finalement, les enfants qui étaient abandonnés, orphelins, qui étaient trouvés par quelqu'un, devenaient automatiquement leur esclave. C'est comme ça d'ailleurs que le héros de notre récit, Gordien, a ramassé son fils Écho et que celui-ci est devenu son fils adoptif. Donc, ça, c'est pour les façons de devenir esclave. Ensuite, deux types d'esclaves. Il y a les esclaves qu'on appelle d'État. Les esclaves d'État, on les appelle les servus publicus, donc public d'État. Donc, c'est ceux qui travaillent pour le gouvernement romain. Généralement, on ne va pas leur donner des tâches très agréables comme en témoignent les images, donc travailler dans des mines, travail agricole qui était très dur à l'époque. On peut les obliger à devenir gladiateurs, diminuant ainsi grandement leur espérance de vie. Ou, comme on l'avait vu au bloc numéro 1, devenir esclave rameur sur une galère. Ça aussi, c'est une façon de ne pas collecter ses REER et de ne pas prendre sa retraite. L'État romain finançait tout ce commerce d'esclaves avec un impôt sur le sel. Il faut savoir que l'Italie n'est pas une terre de grande richesse, à part les productions agricoles. L'Italie n'a pratiquement aucune ressource naturelle, sauf du sel. Il y a un fleuve au nord de l'Italie qui s'appelle le Pô et c'est une région qui est très fertile pour le sel. Le sel, à l'époque, est très recherché pour la conservation des aliments et pour la cuisine. Et cette taxe pour financer les esclaves s'appelait le salarium. Et vous aurez deviné, les plus perspicaces d'entre vous, que le mot salarium est devenu le mot salaire pour parler d'un montant d'argent. Aucun lien, par contre, avec le chlorure de sodium NaCl, mais plutôt avec le fait de recevoir un montant d'argent. On avait aussi des esclaves plutôt domestiques.
il y en avait plusieurs types. Donc, on pouvait avoir une esclave nourrice qu'on appelait la nutrix. Elle, son travail, c'était d'élever les enfants et parfois même de les allaiter littéralement, la nourrice. On avait des servantes. Les servantes, c'était des femmes qui étaient au service de la maîtresse de la maison. On avait des valets, c'est des hommes qui étaient au service du maître de la maison. On avait différents domestiques, comme on peut le voir sur l'image, qui pouvaient être des cuisiniers, des jardiniers, des concierges, généralement des gens qui sont quand même proches de la famille qui va les posséder. Et il y a une catégorie d'esclaves qu'on voyait plus rarement, qu'on appelait les intellectuels. Un exemple, c'est Zénon dans le récit Les Trains de Némésis, qui était un esclave comptable. Il avait la responsabilité de tenir les livres. Souvent, on a l'image d'un esclave dans une mine. C'est pas du tout le cas. Il y en avait qui étaient des secrétaires particuliers, on les appelait les scribas. Il y avait des médecins, qu'on appelait les médicus, et il y avait même des précepteurs, des pédagogus, c'était des professeurs qui étaient engagés pour enseigner aux enfants. Comment peut-on se procurer un esclave? Comme on va à l'épicerie pour se procurer de la nourriture, on allait au marché d'esclaves pour se procurer un esclave. Souvent, on présentait l'esclave seul ou en groupe sur une scène et on le présentait à la foule qui pouvait miser. Ça pouvait arriver que le client souhaitait tâter son futur achat. Vous verrez dans la vidéo de Ben Hur que souvent on regardait la bouche et les dents pour connaître l'état de santé du personnage. On pouvait identifier nos esclaves pour savoir ce qu'ils étaient capables de faire par un écriteau. Donc, sur la gauche, vous avez une scène que vous retrouverez dans le visionnement de Spartacus où Marcus Crassus reçoit en cadeau du gouverneur de la Sicile, probablement qui veut lui demander une faveur politique, un jeune esclave, et c'est indiqué sur sa plaque qui s'appelle Antoninus, qu'il a 26 ans, qu'il vient de la Sicile et que comme métier, il exerçait la pédagogie, qu'il s'occupait des enfants, qu'il était chanteur, poète, magicien et jongleur. Ça n'impressionnera pas vraiment Crassus, qui va plutôt lui donner la tâche de s'occuper de sa propre personne. Je vous laisse deviner ce que ça peut vouloir dire. Parfois, le collier était un petit peu plus détaillé qu'un simple carton ou plaque. Donc, c'était un collier en bronze sur lequel on gravait un peu le CV de l'esclave pour savoir de quoi il était capable. Ça, c'est la façon civilisée peut-être d'identifier un esclave. Il y avait une autre façon qui était le marquer au fer rouge. Ça aussi, vous le voyez, c'est ce qui se passe dans la caserne de Spartacus. Il y avait à l'époque de la Rome antique des chasseurs de primes qui étaient engagés par des propriétaires d'esclaves qui s'étaient sauvés pour les retrouver. Et aussitôt qu'on les retrouvait, on les marquait au fer rouge de la lettre F pour fugitivus, fugitif. C'est plutôt barbare, mais ça arrivait qu'on le faisait comme du vulgaire bétail. Il pouvait arriver qu'un maître décide d'affranchir son esclave, c'est-à-dire de le libérer. Il y avait plusieurs façons d'affranchir son esclave. On pouvait l'affranchir par voie testamentaire. Donc, dans nos dernières volontés, on inscrivait à notre testament qu'on accordait la liberté à notre esclave. L'esclave pouvait lui-même racheter sa liberté. Ça arrivait que certains maîtres, pour motiver leur esclave, leur donnaient un petit salaire qu'on appelait le pécule. Et l'esclave pouvait accumuler ainsi de la richesse et racheter ultimement sa liberté. Il pouvait arriver que un magistrat décide de libérer un esclave par lui-même, par une décision judiciaire. Ça pouvait arriver que le maître se rende dans un tribunal et fasse inscrire son esclave comme citoyen libre de son vivant. Et un esclave qui réussissait à s'échapper et à retourner dans son pays, qui était pratiquement impossible, annulait ainsi son statut d'esclave. Comme je vous l'ai démontré à maintes reprises, il n'y a rien qui se fait simplement chez les Romains. Alors, il y avait un cérémoniel qui était associé à l'affranchissement. Donc, on faisait une cérémonie qui se passait au tribunal. Donc, le maître guidait son esclave jusqu'au tribunal et on faisait une espèce de procès devant un véritable magistrat. Donc, on demandait à l'esclave de se mettre à genoux et le maître touchait la tête de l'esclave avec une baguette qui s'appelait la vindicta et prononçait la phrase « Je dis que cet homme est libre devant un homme de justice ». Et dès que l'homme se relevait debout, il était déclaré affranchi, citoyen libre. La cérémonie se faisait évidemment devant public pour authentifier la chose. On prenait par écrit
le nouveau statut de cette personne-là. Évidemment, ça changeait un peu les choses. Un esclave avec un affranchi, pardon, n'avait pas le droit plus de se marier, mais avait le droit d'avoir des possessions. Les affranchis, quand même, gardaient le nom de leur maître et gardaient une certaine relation avec eux, un peu comme un patron et son employé. L'employé n'est pas l'esclave du patron, mais celui-ci a encore quand même une ascendance. Le patron devait d'ailleurs se porter garant de son affranchi. Si jamais un jour l'affranchi avait un procès, ben l'ancien maître devait jouer le rôle d'avocat dans ce procès-là. Donc, on sait par contre qu'un affranchi ne pourra jamais avoir les mêmes droits qu'un citoyen. Par contre, le fils d'un affranchi, lui, pourra. Et il y a quelques exemples intéressants, dont celui de Pertinax, qui est un fils d'affranchi. Donc, son père était ancien esclave qui a été libéré. Et lui, ben, en l'an 193, est devenu empereur de Rome. Fait un peu comme le fameux rêve américain d'un immigrant qui quitte l'Europe avec $1 dans ses poches, qui arrive sur un bateau dans le port de New York et qui fait fortune pour devenir multimilliardaire. Ben, ça se pouvait aussi dans la Rome. C'est quelque chose qui était différent entre les Grecs et les Romains, c'est que en Grèce, c'était impossible de devenir un citoyen athénien si on n'avait pas certains critères, alors qu'à Rome, on pouvait devenir citoyen, même lorsqu'on avait déjà été esclave. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Je terminerai la thématique de l'esclavage en vous parlant d'une fête importante dans le calendrier romain qui s'appelait les Saturnales. Les Saturnales, c'était une fête qui se déroulait environ une semaine avant le solstice d'hiver, soit entre le 17 et le 23 décembre. Et c'était des fêtes qui étaient destinées à célébrer la gloire du dieu Saturne. Saturne, pour les Romains, c'est Chronos pour les Grecs, celui qui mangeait ses enfants. Mais c'est aussi la divinité associée au temps, comme on peut le voir sur l'image de droite avec le sablier. Et ce qui est intéressant de cette fête-là, c'est que les barrières sociales disparaissaient. Il n'y avait plus vraiment de classe sociale pour l'espace d'une semaine. On organisait de grands repas festifs, on faisait des échanges de cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, comme par exemple du houx, du gui et du lierre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est les Romains qui ont inventé Noël, ironiquement, quelques siècles avant de crucifier celui dont on célèbre la naissance à Noël. Mais la vie est drôlement faite lorsqu'on connaît un peu l'histoire. Quand je vous parlais des barrières sociales qui s'atténuent, ben, les esclaves vont jouir pour l'espace d'une semaine d'une liberté provisoire accrue. Comme il n'y a plus vraiment aucun ordre hiérarchique qui existe, ben, pour une journée par année, le maître et l'esclave échangeaient de statut et le maître devenait l'esclave et l'esclave devenait le maître. Évidemment, c'était une mise en scène. Par contre, le maître ne pouvait tenir rigueur à son esclave si jamais celui-ci l'insultait ou riait de lui. L'idée derrière cette tradition d'échanger les rôles, c'était une façon de sensibiliser le maître à la condition d'esclave et peut-être stimuler un peu de bonté, de pitié ou à tout de moins de tolérance face au traitement des esclaves. Donc, les Saturnales qui se déroulaient au mois de décembre. Maintenant, les questions. Donc, comment un Romain se procurait-il un esclave? Ben, évidemment, via le marché d'esclaves, on l'a dit tantôt. Comment on identifiait les esclaves? Ben, avec leur fameux collier avec une espèce de CV relatant ce qu'ils étaient capables de faire ou en les marquant au fer rouge. Qu'est-ce que l'affranchissement? L'acte de libérer un esclave. Comment les Romains considéraient les esclaves? Ben, il y avait des gens qui considéraient les esclaves comme des objets qu'on pouvait manipuler, battre, tuer, torturer, alors que d'autres considéraient qu'un esclave, ben, c'était un investissement. Si tu le nourrissais bien, si tu le traitais bien, ben, il allait travailler et te rapporter ultimement beaucoup d'argent. Donc, c'était à peu près la moitié de la population qui était d'un côté et la moitié de l'autre côté. Et je n'entre pas dans le détail pour les deux dernières rubriques sur Spartacus pour ne pas gâcher votre expérience du visionnement du Head Puzzle. Par contre, ce que je veux faire avec vous, c'est vous indiquer, vous pointer 2-3 raccourcis historiques qui ont été pris. Parce que bien que ce soit un film qui est inspiré d'événements qui se sont déjà produits, Stanley Kubrick et le scénariste ont pris des tournures rapides à certains endroits. Par exemple, le film commence où on retrouve Ben-Hur esclave dans une mine. Ben, malheureusement, ça, c'est faux.
Ben-Hur est né esclave en Thrace, au nord de la Macédoine et de la Grèce moderne, dans une partie du territoire qui serait de la Turquie aujourd'hui. Et il a plutôt œuvré dans l'armée romaine et il a déserté, ce qui est à peu près le pire crime qui peut arriver. Alors, les gens de la Légion romaine ont décidé de le vendre comme gladiateur. Cette partie-là n'est pas du tout mise de l'avant dans le film montage que j'ai fait parce que je vais y revenir lorsqu'il sera question de la thématique des gladiateurs dans 2 semaines. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Spartacus a été à la tête d'une armée entre 60 000 et 150 000 soldats, faisons un chiffron, 100 000 soldats, et qu'il a menacé la toute-puissante Rome, et que cette révolte d'esclaves a été matée par Marcus Crassus, qui avait de grandes aspirations politiques, celle de devenir consul. Ça, c'est une partie qui est vraie. Par contre, la partie qui a été édulcorée un peu, c'est qu'on a donné des rôles importants dans le film à des personnages qui n'en avaient pas. Dans cette scène qui se déroule au terme, on reconnaît 2 personnages. Sur la droite, un dénommé Gracchus. On le voit souvent en train de s'adresser au sénateur. Gracchus, je vous ai déjà parlé de lui dans la mise en contexte du roman. C'était un tribun de la plèbe. Donc, c'est quelqu'un qui avait à cœur la sûreté et le sort des populations les plus pauvres. Par contre, si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que les frères Gracchus, qui étaient 2, ont été assassinés par les patriciens en l'an moins 131 et moins 120. Nous sommes en moins 72, donc on est 50 ans après l'assassinat des frères Gracchus, donc c'est impossible qu'ils aient été là. Donc ça, c'est de la fiction. Sur la gauche, on reconnaît un jeune César. Dans le film, on accorde le commandement de Légion à César. Eh bien, c'est absolument faux. Parce qu'en l'an moins 73, quand la révolte de Spartacus commence, notre ami César n'a à peine que 30 ans. Et dans le cursus honorum, donc vous savez, le parcours des honneurs qu'un bon Romain doit faire pour atteindre le sommet, ben César est au bas de l'échelle, il vient à peine de commencer. On commence tranquillement à reconnaître son génie militaire, mais il est tout jeune, une verte recrue. Alors, il n'a pas eu un rôle aussi important dans l'histoire qu'on a voulu nous le laisser croire. Finalement, la fin de l'histoire, pour des raisons hautement dramatiques, on a choisi de faire mourir Spartacus crucifié devant sa femme et son fils avec 5 999 soldats de son armée. Par contre, les historiens s'entendent tous pour dire que Spartacus est mort sur le champ de bataille lors du dernier affrontement et que son corps a été identifié ou pas. Ça, on s'entend pas là-dessus, mais il n'est pas mort dans une fin hautement hollywoodienne devant son épouse. Donc, cette partie-là a plutôt été rajoutée. Alors, ne vous y laissez pas prendre. Par contre, je conclurai avec une petite anecdote sur l'interprète de Spartacus et j'ai nommé Kirk Douglas. Kirk Douglas, lorsqu'il a joué le rôle de Spartacus, avait 43 ans et dans une forme absolument superbe, faisait lui-même toutes ses cascades. Je vous invite à visionner avec attention la scène de la révolte dans la caserne des gladiateurs où Kirk Douglas va escalader une clôture en fer forgé de 10 pieds de haut en 2 enjambées pour sauter l'autre côté. C'est assez impressionnant. Ben, notre ami Kirk Douglas est décédé en février 2020 à l'âge vénérable de 103 ans. Pour le faire, c'était un vrai dur de dur. Et s'il avait été encore vivant au moment de la vague de COVID, je suis certain qu'il l'aurait vaincu parce que c'était un vrai tough. Alors, j'espère que vous apprécierez grandement ce visionnement de Spartacus, un grand classique d'Hollywood. J'espère que vous aurez apprécié également cette thématique un peu funèbre de la mort, des rites funéraires et de l'esclavage. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Musique!